Enchaîné sur une discussion entre un architecte, un vrai, Tristan, et puis Jean-Yves, un architecte qui est aussi un vrai architecte, mais de l'information. Donc j'en profite pour dire qu'au tout début du montage du master architecture de l'information, il y avait eu un quiproquo avec nos collègues d'informatique qui pensaient que nous parlions d'architecture de système d'information. Et c'était vraiment étrange parce qu'on ne parlait pas de ça du tout. C'est l'information qu'on architecture pour la faire circuler, etc. Donc on va parler d'architecture maintenant. Alors je vais essayer. Ça marche? Ah oui, ça va marcher. Alors du son, ouais. D'ailleurs je vais rester là pour projeter les choses. J'ai tout sur le son. Alors, Tristan et Jean-Yves. Ils vont se présenter. Hein. C'est un exercice un peu particulier puisqu'on a rassemblé ici un architecte, voilà, de bâtiment, des urbanistes de ce type-là, un architecte d'information qui en plus s'est engagé un peu dans tout ce qui était interaction, conception d'interaction, et qui ont joué le jeu de faire ça. Alors, ce que je propose éventuellement, c'est que c'est l'architecte qui commence pour nous raconter un peu comment il voit les choses. Il a découvert un peu ce monde à cette occasion-là, et puis il a fait un bel effort. Alors je vais présenter ses slides. Alors que j'aurais peut-être merci. Nous aurons un quart d'heure chacun pour présenter un peu leur point de vue, et puis ensuite on aura un véritable débat avec sur l'architecture, parce que ça peut l'objectif est de voir à quel point ceci s'enrichit, à quel point la manière de faire l'architecture d'information peut inspirer l'architecture. L'architecture a même déjà inspiré et continuera d'inspirer l'architecture d'information. Alors Tristan Guillou, je laisse te présenter tout seul, c'est plus simple. Oui, donc moi je suis Tristan Guillou, donc je suis architecte et ingénieur. Je travaille pour un organisme du ministère de l'écologie. Aujourd'hui, je suis plutôt sur des questions de transport et de déplacement, et je manipule pas mal beaucoup de données. Hein. On commence à s'intéresser aux questions de big data. Est-ce que le big data peut nous amener sur les questions de mobilité, de connaissance en fait de la mobilité? Et donc du coup, c'est un peu comme ça que aujourd'hui j'ai regardé un peu les choses. Enfin, j'ai vraiment une très faible connaissance sur ces questions d'architecture d'information, mais je commence à appréhender effectivement, comme vous disiez, toutes les difficultés qu'il y a à faire des choses si on ne pense pas à l'architecture, la structure de toutes ces informations qu'on a. Voilà, j'ai eu des expériences en architecture proprement dite, mais plutôt dans le domaine des espaces publics, ce qui est assez intéressant aussi, puisque l'espace public a une caractéristique un peu différente de celui du bâtiment, c'est qu'il est ouvert, et donc du coup avec des utilisateurs qui sont multiples, et que là aussi on n'a pas forcément un formalisme, ou en tout cas quelque chose qui est circonscrit comme dans un bâtiment, ou comme ici par exemple dans une université, on a un seul type ou un type assez réduit de public. Donc, quand Alain m'a proposé d'essayer de trouver de mettre en écho en fait l'architecture et l'architecture d'information, je savais pas trop comment m'y prendre, je me suis un peu référé à ce que nous on a un bip pour pouvoir commencer, ou comment ça se passe? Ah d'accord. Okay. Donc on va moi, je vais plutôt essayer je suis allé chercher dans l'histoire un peu des moments qui aurait pu être des moments qui auraient pu être intéressants pour mettre en relation effectivement cette question qui se pose et qui a été posée dès ce matin sur la question de l'expérience utilisateur. Alors, on va peut-être... et donc, je vais parler d'un groupe que vous voyez là, que vous avez vu en photo, qui s'appelle le Team 10, qui est un groupe d'architectes des années 60. Donc, on va faire un peu d'histoire, hein, je suis désolé, mais bon, je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment, à une certaine époque, finalement, peu de gens, mais un groupe quand même, a essayé de réfléchir sur ces questions, sur la place de l'utilisateur dans la question de l'architecture. Alors, on passe là. Donc, là, c'est bon, c'est pour dire... Moi, je ne vais pas forcément vous présenter des choses, donc je vais aller dans l'histoire et je ne vais pas forcément vous présenter des choses pour vous montrer comment dans l'architecture contemporaine ou dans l'urbanisme contemporain, il y a l'intégration
on va dire, de tout ce qui est information et communication et nouvelles technologies d'information et de communication dans les bâtiments. Je ne vais pas vous parler de smart cities, je ne vais pas vous parler de bâtiments intelligents, je ne vais pas vous parler de conception assistée par ordinateur, je vais plutôt essayer de voir comment des concepts de ces architectes des années 60 peut-être rentrent en écho, en résonance avec des concepts que j'ai commencé à entendre ce matin. Alors, donc, au-delà des mots, est-ce qu'il y a des choses qui sont en commun? Eh bien, dès le début ou dès les premiers discours qu'on a de l'architecture, hein, des récits, des traités d'architecture, le premier traité d'architecture date du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui nous est parvenu, hein, le seul qui nous soit parvenu jusqu'ici. Il est d'un architecte qui s'appelle Vitruve. Il définit l'architecture comme devant être firmitas, j'utilise les mots latins, utilitas et venustas, ça veut dire pérenne, solide, on va dire, utile et belle. Et moi, je trouve que là aussi, tout à l'heure, lorsque vous nous avez parlé de l'équation, c'est l'architecture d'information, c'est l'utilisabilité, et puis après, c'est l'émotion. Là, je trouve aussi qu'il y a des parallèles qui se font entre les deux et qui me paraissent très intéressants de ce point de vue-là. Alors, deuxième point en commun, à mon avis, on peut passer à la diapo suivante, c'est qu'en fait, en architecture, l'homme est la mesure de l'architecture normalement, et dès les premiers architectes, il y a vraiment un rapport de modules, de taille, de dimensionnement des choses qui se font en fonction de l'homme. Et là, j'ai présenté deux dessins, vous en connaissez au moins un, celui de gauche, hein, qui a été repris par le logo Manpower, qui est en fait un dessin de Léonard de Vinci, qui reprend justement l'homme tel que le définissait, le rapport de l'homme et de l'espace tel que le définissait Vitruve. Et puis à l'autre bout de la chaîne historique, on va dire, vous avez un dessin qui est dû à Le Corbusier, qui est un architecte du XXe siècle, assez fameux, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un architecte qui a fait un module qui permet avec tout un ensemble de mesures, qui permet en fait de dimensionner ces éléments d'architecture et qu'il a appelé le modulor. Donc voilà un peu pour vous montrer aussi que chez les architectes se pose toujours cette question de l'homme en relation avec l'environnement bâti, l'environnement construit. Alors justement, je vais parler avec la diapo suivante de Le Corbusier et de ce moment important dans l'histoire de l'architecture qu'on appelle l'architecture moderne, qui apparaît à la fin des années 20, au début des années 30, où des architectes se posent la question de savoir comment faire une architecture pour un monde moderne, c'est-à-dire une architecture pour les masses, parce qu'on a l'exode rural et on a la croissance extraordinaire des villes et on doit faire face à cette croissance extraordinaire des villes. Une ville moderne, c'est aussi une ville où on est de plus en plus mobile, où on circule de plus en plus. Et donc, au début des années 30, Le Corbusier et un certain nombre d'architectes qui sont réunis lors des congrès internationaux d'architecture moderne écrivent une charte qui s'appelle la charte d'Athènes, qui est un peu le moment un peu emblématique de cette histoire de l'architecture moderne. Tout à l'heure, on a parlé aussi de ce livre avec l'ours polaire, qui est aussi pour vous, quelque part, ce moment liminaire de l'architecture d'information. Et donc, le Corbusier conçoit en fait là un plan d'une ville qu'il appelle une ville radieuse, avec différents quartiers, parce que pour lui, en fait, il définit en fait la ville peut être simplifiée, il rejette la ville traditionnelle, hein, la ville avec les rues traditionnelles, telles qu'on peut le connaître au centre de Lyon, sur la presqu'île. Ce qu'il veut, en fait, c'est une ville beaucoup plus claire, beaucoup mieux structurée et qui puisse être simplifiée autour de 4 grandes fonctions, hein, que vous voyez là, habiter, travailler, récréer et circuler, et il gère l'espace avec des espaces bien séparés, bien identifiés, hein, c'est ce qu'on appelle le zoning, et en plus, il réfléchit à dissocier les voies et le bâti, hein, donc les flux et les lieux où on reste, et ça, c'était quelque chose de très différent de tout ce qui s'était fait jusqu'ici, puisque jusqu'ici, en fait, jusqu'alors, l'architecture s'était construite à partir du réseau des espaces publics, à partir des rues. Et donc, un certain nombre d'architectes qui sont pourtant modernes, hein, qui sont pourtant des gens qui sont les élèves de Le Corbusier, vont, après la Seconde Guerre mondiale, on peut passer à la diapo suivante, remettre en cause en fait ce concept d'architecture moderne. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les villes européennes, elles ont affaire à un face défi terrible, hein, qui est celui de reconstruire ces villes, et se posent la question comment on va reconstruire les villes européennes. Et ces architectes-là, c'est un
certain nombre d'entre eux se regroupent lors du 10e congrès international des architectures modernes, de l'architecture moderne, les SIAM, et se regroupent en un petit groupe un peu d'opposition qui s'appelle et donc du coup ils prennent le nom de Team 10, c'est ceux que vous avez vus lors de la première slide, et ce qu'ils avancent comme idée, c'est que c'est vraiment la rue qui est l'élément fondamental de la ville et qui permet effectivement, qui est le lieu de l'expérience de la ville. Et ce qu'il reproche à Le Corbusier et à toutes les personnes qui étaient avec eux, c'est d'avoir vu une vision trop fonctionnaliste et pas une vision suffisamment orientée vers l'utilisateur. Et donc ils ont fait différents, enfin ils ont pris là, et c'est beaucoup les Anglais qui se sont inspirés de ça, notamment les Anglais avaient été très affectés avec la Blitzkrieg par les destructions, et donc se sont posé les questions et se sont dit, c'est très étonnant de voir que finalement, les petites rues de bidonvilles ou de quartiers malfamés sont beaucoup plus vivantes et beaucoup plus actives que ces grands espaces propres et ouverts qui ont été créés dans les grands ensembles, et qu'il y a peut-être là quelque chose à revoir et à réinterpréter par rapport à ça. Et donc, du coup, ils se sont un peu mis en opposition par rapport à cette architecture moderne, et ils ont essayé de savoir comment on pourrait reconstruire la ville autour de la rue, mais de façon contemporaine. C'est-à-dire que pour eux, il ne s'agit pas de revenir non plus à la rue médiévale, qui avait aussi des défauts qui avaient été identifiés par Le Corbusier, notamment des défauts de salubrité, etc. Et alors, parmi eux, il y a un architecte qui s'appelle Shadrach Woods, qui est un architecte américain, qui vraiment affirme l'importance de la rue et qui va essayer de concevoir en fait un nouveau concept d'espace public qu'il appelle un centre linéaire. Alors, il appelle ça centre linéaire parce que pour lui, le centre, ça peut plus être une place comme dans la ville ancienne, parce qu'aujourd'hui, les villes sont en croissance. Elles ont, comme je vous ai dit, elles ont à faire face à l'extension en fait des villes, l'exode rural, et que la société, elle se modernise et que la société se construit autour de la mobilité, de la circulation, et que donc on peut plus concentrer les gens autour d'un seul lieu, qu'il faut pouvoir concevoir une centralité qui soit en même temps ouverte vers l'extérieur. Et il a appelé ça en fait la centralité linéaire, ou puisqu'il était anglophone, donc il prend le terme stem qui veut dire tige, et il conçoit en fait un système qu'on va retrouver beaucoup dans les architectures de lui et de ses contemporains, autour en fait de systèmes qui peuvent être un peu proliférants, de structures. Ça, c'est une tige autour desquelles on va venir engager des espaces, des activités publiques ou privées, et qui vont être en relation en fait, et qui vont faire vivre cet espace. Et l'idée, en fait, ce sont de créer des espaces qui soient ouverts pour pouvoir être agrandissable au fur et à mesure de la croissance des villes, et qui peut être en même temps modifiable, parce que la société, l'une des caractéristiques de la société contemporaine ou de la société moderne, c'est une société du changement, et donc il faut faire face à ce changement, il faut être le plus flexible possible. Et donc du coup, dans un article qu'il écrit en 1960 pour définir ce qu'est le STEM, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir un peu le collage qu'il fait. À cette époque-là, les architectes, ils aimaient beaucoup de faire des collages un peu pour expliquer leurs idées. Et donc dans ce collage, c'est peut-être pas très visible de là où vous êtes, en haut de la page, il met des photos qui représentent des activités dans la ville. Ce que j'allais dire du contenu urbain, on va dire. Et puis en bas, c'est pas très visible non plus, comme il utilise des photos aériennes qui montrent des structures urbaines qui l'intéressent, qui sont des structures de villages-rues, d'organisation linéaire, et que j'appellerais ça une sorte de logiciel spatial, c'est-à-dire comment s'intégrer sur le territoire lui-même. Et au centre, il prend en fait les éléments qui sont en bas, qui sont les éléments de structure, on va dire, il prend en haut les éléments de contenu et il essaye de les articuler les uns avec les autres. Et quand je me suis plongé dans ce qu'était l'architecture d'information, lorsque je googlisais, je suis tombé sur ce fameux Garrett, et j'ai trouvé ça intéressant aussi que lui, dans sa structure lui-même, il mettait en relation l'aspect contenu lui-même et l'aspect structure des affaires, des choses. Et moi j'ai trouvé que c'est intéressant de voir que dès les années 60, sur un champ complètement différent, on avait quelque chose qui était en fait relativement analogue en termes de pensée. Et donc du coup, on peut passer à la diapo suivante, parce que ce qui intéresse ces architectes aussi du Team 10, c'est de savoir un peu comment on fait revenir l'architecture
en relation avec les habitants. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un autre architecte, qui est un architecte hollandais, néerlandais, qui s'appelle Aldo van Eyck, qui est un architecte assez intéressant parce que c'est un architecte qui s'est beaucoup plus intéressé en fait aux architectures sans architecte. Il s'est beaucoup intéressé à l'architecture qu'on appelle vernaculaire, construite par les habitants. Il s'intéresse aux bidonvilles. Et il part du constat suivant, c'est que la société contemporaine est morcelée. Contrairement à la société ancienne, aux sociétés rurales, aux sociétés antiques, qui étaient très unitaires, qui fonctionnaient en un seul bloc, aujourd'hui, dès cette époque-là, on était dans une sorte de morcellement de la société et que c'est compliqué a priori, de construire une architecture qui doit ressembler à la société, alors que la société n'a, comme il dit avec ses propres mots, plus de forme. Donc se pose la question pour lui de savoir quelle est l'architecture qui fonctionne, qui doit pouvoir fonctionner par rapport à la société contemporaine. Et alors d'un côté, il met en fait des images qui représentent l'architecture classique. Là, c'est un plan du Parthénon, une architecture qu'il considère comme vernaculaire. C'est un village, c'est une structure d'un village arabe, je crois, et puis une architecture moderne des années 20 dans les Pays-Bas. Et il dit, voilà, ça c'est ce que nous construisons. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le meilleur de tous les modèles, c'est-à-dire la monumentalité de l'architecture ancienne, l'ouverture de l'architecture moderne, l'ouverture sur le paysage, la fluidité, les circulations, et le caractère convivial et collectif de l'architecture vernaculaire, et de le mettre en relation, en fait, avec les gens. Et pour parler des gens, il ne met pas une petite personne toute seule, ou un groupe compact. Il prend l'image en fait d'une danse indienne qui forme une sorte de cercle, ou plutôt de spirale, qui grossit et qui, dans la danse, la spirale peut s'étendre ou se restreindre, et qui signifie en fait cette société qui est en permanence, en changement permanent, et que donc l'architecture, elle doit faire face à ce défi de pouvoir mettre en relation en fait quelque chose qui est relativement statique avec quelque chose qui est relativement mobile. Et donc là aussi, je trouve que c'est assez intéressant de mettre en relation, parce qu'à mon avis aussi, sur les questions d'architecture de l'information, on a cette relation d'adaptation, alors peut-être plus fluide aujourd'hui, parce qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup moins matériel, mais il y a, me semble-t-il, toujours une tension entre ces deux mondes. Alors, il s'intéresse beaucoup à l'expérience utilisateur, et notamment il s'est beaucoup intéressé aux jeux pour enfants. Ses premiers travaux, ça a été à Amsterdam de créer 700 lieux pour des jeux d'enfants. Et c'est intéressant pour lui parce qu'en fait, il a créé non pas des espaces qui sont donnés pour une fonction, comme un toboggan ou une balançoire, mais des lieux avec soit des cubes, soit des bacs à sable, soit des simples arceaux, que les enfants peuvent réinterpréter et peuvent utiliser à leur manière et s'inventer leur propre jeu avec ces espaces-là. L'idée pour eux, c'était de dire, je ne vais pas t'imposer une fonction de jeu, je vais te donner les moyens de te créer tes propres jeux et d'avoir ta propre créativité, ta propre inventivité par rapport à ça. Et une autre de ces architectures assez intéressantes, c'est en fait un orphelinat qu'il a créé à Amsterdam, enfin plutôt une école pour un orphelinat, qui est construit sur une idée de structure avec des modules, des petits modules et des grands modules. Et dans une logique complètement non hiérarchique. On peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est le plan de la vue aérienne que vous avez vu. L'idée pour lui, c'est de dire qu'on doit construire une maison qui doit être comme une grande ville, enfin comme une petite ville, je veux dire, ou une ville qui doit être comme une grande maison, qui ne doit pas avoir de différence entre les deux, qu'il ne faut pas forcément mettre de la hiérarchie, on va dire, entre les différents éléments, et qu'il faut pourtant trouver des espaces qui puissent être à la fois utiles et exploités individuellement, des espaces qui peuvent être utilisés en petits groupes et des espaces qu'on peut utiliser de façon communautaire lorsque l'ensemble de la communauté est rassemblé. Et plutôt que de mettre des murs entre ces différents espaces-là, il faut créer des seuils, ce qu'il appelle des seuils, qui puissent faire le lien entre ces différents espaces sans hiérarchie entre ces différents espaces eux-mêmes. L'idée, c'est de la fluidité
entre des moments où on va se trouver seul, des moments où on va se trouver en petits groupes, et des moments où on va se trouver en grande communauté. Et l'idée vraiment qui a été importante pour lui, c'est celle-ci, c'est cette espèce de travail sans hiérarchie, et il a essayé de trouver cette manière de construire l'architecture. Si je reviens sur 2 diapos avant, ce qui est assez intéressant, donc ça c'est des vues de l'école, c'est de voir comment un élément de structure, ici un poteau, devient un élément réinterprété par l'enfant, un élément de jeu, juste par le poteau et puis une trace sur le sol. C'est juste évoqué, ça peut rester un élément de structure, ça peut être un moment réinterprété pour devenir un jeu pour l'enfant. C'est pour ça que cet architecte me paraît assez intéressant. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les architectes parlent dans les années 60 de web et vont créer en fait des architectures de la toile, des architectures du réseau. Là aussi, dans la logique de l'ouverture. C'est-à-dire que ces architectes-là, ils se disent, on a un défi aussi, qui est celui en fait d'avoir une société qui est urbaine de plus en plus importante et en même temps une société qui est de plus en plus pointue, qui demande de plus en plus d'informations, qui est de plus en plus sophistiquée. Et au début des années 60, Berlin-Ouest lance un grand concours pour créer l'université libre de Berlin. Et ceux qui remportent le concours, ce sont 3 architectes, dont le Woods en question. Donc l'autre, c'est Candilis et Josic, le 3e, et qui proposent quelque chose qui est révolutionnaire, c'est une architecture du réseau. C'est une architecture en fait qui fonctionne par nappe, où en fait le bâtiment lui-même n'a plus d'importance. Tout va être enserré dans un réseau qui va servir à relier en fait les différentes parties entre elles. Et si je passe à la suivante, donc ça c'est le plan en fait sera limité en termes de construction. Seul, je crois, un tiers sera effectivement construit. Et si je passe encore à la suivante, ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont les architectes pensent l'université, c'est une sorte de paradigme de la société de l'information, quelque part, puisque ce sont des endroits où vous allez amener des gens à interagir, à échanger des informations. Ce sont des endroits où à la fois les gens doivent être à un moment seuls pour pouvoir travailler sur leurs propres devoirs. Ils vont être à un moment amenés à collaborer avec d'autres en groupe pour faire des travaux de groupe. Ils vont essayer aussi, puisqu'on est dans une université multidisciplinaire, à essayer d'échanger entre les différentes sciences académiques. Ils vont en même temps, ces différentes sciences académiques, elles vont devoir être les plus pointues possibles et évoluer. Et donc, l'architecte, en fait, se dit, moi, je vais faire ce qu'il appelle un ground scraper, c'est-à-dire pour faire le contraire du skyscraper. C'est-à-dire que le skyscraper, donc le gratte-ciel, lui, le problème du gratte-ciel, c'est que en fait, la seule interaction entre les différents étages, c'est l'ascenseur. Et souvent, l'ascenseur, c'est un lieu fortuit, un lieu qui n'est pas forcément propice aux échanges. Et eux, ils vont mettre ils vont mettre à bas, on va dire, ils vont renverser le skyscraper pour faire un ground scraper, où plutôt que de mettre des ascenseurs, en fait, les liaisons entre les différents niveaux, on a 3 niveaux dans cette université, vont être des rampes qui vont devenir de véritables espaces publics, où en fait on va avoir en plus en plan, donc ça c'est une coupe, là en plan, on a en fait une structure, hein, c'est la base, avec différents éléments, et dans ces éléments-là, on vient loger soit des espaces ouverts, des jardins, soit des espaces publics, hein, des places communes, soit des éléments de l'université, et on ne va pas forcément avoir ici les sciences, là la littérature, on va peut-être pas avoir un petit bout de science ici, juste avec un petit bout de littérature ici en interaction, et puis mettre l'autre bout de science ici, par exemple en interaction avec les sciences naturelles ou l'histoire là. L'idée étant de créer en fait des frottements, des frottements entre les différentes disciplines pour pouvoir favoriser les échanges. Je donnerai à Alain ce schéma-là, parce que je pense que ce schéma qui a été dessiné pour cette université-là, à mon avis, vous intéressera et entrera en écho avec ce que vous pouvez avoir aujourd'hui de l'architecture de l'information. Alors, dernier point, ou avant-dernier point plutôt, c'est dire que ces architectes... En fait, ces architectures, il y en a eu très peu. C'est-à-dire que les gens ont été beaucoup des conceptuels. Il y a très peu de choses qui ont été, peu de choses qui ont été construites par rapport à la richesse de la réflexion. Là, je montre un de ces exemples parce qu'en fait, on arrive très vite à mai 68 et on bascule très vite aussi
sur la crise liée à la fin des 30 Glorieuses. Donc la problématique va se poser différemment de ce qu'elle se posait dans les années 50-60. Et pourtant, en fait, des architectes vont continuer à réfléchir. Et là, par exemple, c'est un architecte anglais qui s'appelle Cedric Price, qui travaille sur une sorte de plugin architectural. Là, c'est un dessin qui est fait pour un Fun Palace, qui devait être un endroit à Londres, ou qui soit un endroit multiculturel, sportif, qui permette de faire plusieurs activités en même temps, qui est construit en fait autour d'une structure tridimensionnelle métallique, dans lequel on peut venir en fait plugger différents éléments programmatiques qui peuvent être évolués en fonction des besoins. Donc ça, c'est une architecture qui renvoie en fait à la manière dont on pense l'homme à l'époque. On se dit qu'on commence à se poser la question. Certains philosophes disent que c'est la disparition de l'homo faber, l'homme qui construit, et c'est l'avènement de l'homo ludens, l'homme qui joue, mais ça va au-delà du simple jeu lui-même. C'est quelque part effectivement avoir l'homme aussi à l'ère de l'information. Et ces architectures-là donc sont utopiques. La seule architecture vraiment réalisée de cette époque-là, on peut passer à la suivante, c'est le centre Beaubourg, qui a vraiment été conçu un peu, qui est vraiment l'héritier, qui est un peu l'élément emblématique de l'architecture telle qu'elle a été pensée à l'époque-là, où on est dans un système tridimensionnel qui évolue en permanence. Et Beaubourg, c'est très étonnant, hein, a complètement changé à l'intérieur depuis son origine, mais les éléments fonctionnels, mais a su garder cette structure générale, cette image générale. On a parlé tout à l'heure de cette expérience mémorable. L'image reste mémorable, notamment c'est lié à cette structure métallique et à ce système d'escalateurs qui parcourent le bâtiment. Même si à l'intérieur, même si ça reste toujours un musée, même s'il y a toujours la bibliothèque, tous les espaces ont changé au fur et à mesure de l'évolution des besoins et des technologies. Alors, dernier point peut-être, c'est je quitte un peu le domaine de l'architecture et je vais un peu dans le domaine de la philosophie, des philosophes de l'époque. Parce que là, j'ai trouvé une autre analogie, me semble-t-il, entre en fait la question de l'architecture de l'information et de la question de la ville à l'époque, où dans l'architecture de l'information, me semble-t-il, on cherche en fait à avoir un accès le plus rapide et le plus efficace à l'information, et en même temps, enfin en tout cas moi c'est mon expérience en tant qu'utilisateur, on se laisse happer aussi par Internet, à dériver, à surfer sur Internet. Et à cette époque-là, donc dans les années 60, des philosophes comme Guy Debord se posent la question de savoir comment on peut dériver dans une ville et comment la dérive dans la ville, c'est-à-dire la promenade un peu dans la ville, peut permettre en fait de se changer l'esprit, d'être surpris, d'être déshabitué en fait de la manière habituelle qu'on a d'expérimenter un espace. Et je vais juste prendre une phrase qui me paraît intéressante. Il va dessiner ce qu'il appelle des cartes psychogéographiques, hein, comme celle-ci. Alors ces cartes, la fabrication de cartes psychogéographiques peut contribuer à éclairer certains déplacements d'un caractère non certes de gratuité, mais de parfaite insoumission aux sollicitations habituelles. Et moi, je trouve que ça rentre pas mal en écho avec certains éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. On apporte beaucoup d'éléments à chaque fois, donc on va dépasser dans la ville où on va avoir finalement des éléments d'information, soit sur son terminal portable, soit avec la Google Glass ou je ne sais quoi, et où justement se pose peut-être la question de cette insubordination, de cette autre manière de voir les choses, et de savoir si tous ces éléments que nous construisons à travers cette réalité augmentée, à travers tous ces éléments-là, ne sont pas des éléments qui vont nous faire rentrer dans un carcan, et de savoir si, grâce à la question de l'architecture de l'information, grâce à ces outils, on peut aussi se donner des moyens d'insubordination, d'insoumission, de penser autrement la réalité telle qu'on peut la penser de façon assez rigide et traditionnelle. Voilà, donc ça c'est plus une question d'ouverture par rapport, peut-être de séparation ou de rencontre de nouveau entre les questions architecturales et les questions d'architecture de l'information. Je suis désolé d'avoir été un peu long, peut-être. Non, mais c'est pas... Je n'ai pas parlé avant, ça m'a permis de garder un peu de temps. Moi, ce que je vous propose, c'est de garder le jeu de la confrontation sans transition, de façon à ce qu'on pose des questions ensuite aux deux. On peut s'expliquer. Merci beaucoup, Tristan, c'était extrêmement inspirant, mais voilà. Oui, tu fais pareil, tu te présentes. Par contre, le jeu... Ouais. Donc,
je vais me présenter pendant que Alain passe sur l'autre présentation. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Rigal, je suis donc designer d'interaction, de formation et toujours d'activité. J'interviens, je vais utiliser un mot à la mode, j'interviens sur la transition numérique de mes clients, c'est-à-dire qu'on les accompagne à la fois sur la partie création, mise en place de nouveaux services digitaux, et puis sur la partie formation aussi autour de ces nouveaux dispositifs-là. Je ne vais pas du tout parler de formation par contre aujourd'hui, notamment de e-learning. À côté de ça, je suis président de l'association AXDA Lyon, donc IXDA Lyon si vous voulez trouver ça sur Google. C'est une extension de l'association AXDA internationale. Donc on est l'antenne lyonnaise, on organise, le principal de notre activité c'est de tenter de fédérer les acteurs du design d'interaction, c'est exactement ça. De tenter de fédérer les acteurs du design d'interaction dans la région lyonnaise, et on organise notamment toutes les 4 à 6 semaines une soirée conférence thématique sur des sujets. Donc si ça vous intéresse de venir échanger avec des professionnels, je pense notamment aux étudiants qui seraient peut-être intéressés pour agrandir leur champ de vision sur ces différents sujets, vous êtes évidemment les bienvenus, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc voilà, après le petit coup de pub pour l'association, passons au sujet. Donc Alain nous a demandé de parler... d'essayer de confronter ces deux regards entre l'architecture traditionnelle et l'architecture de l'information. Alors moi, n'étant pas architecte d'information de profession, ça veut dire qu'il y a certainement des pans de vos activités que je ne maîtrise pas, et l'inverse sera vrai aussi. Cependant, c'était un sujet qui m'intéressait et puis qui bouleversait un peu les choses. Alors j'ai prévu deux temps. Le premier, c'est... réflexion personnelle, on va dire, sur les métiers du design d'interaction et de l'architecture d'information, mais vu sous l'angle de l'architecture traditionnelle. Et le deuxième temps, c'est plus un temps pour vous présenter quelques projets que j'ai tenté de faire le plus actuel possible, qui, selon moi, sont intéressants parce que justement, ils sont clairement à la frontière entre ces deux univers-là et ils questionnent l'interdépendance de ces deux métiers. Donc, on peut avancer. Voilà, donc la première c'est une citation de Nadia Barville-Deroma qu'on avait accueillie en association avec la FLUPA au mois de décembre, qui disait « La technologie n'a ni sens ni valeur par elle-même et dépend du contexte d'usage ». C'est complètement vrai, dans le sens où on remet au cœur de tout ça l'utilisateur, que ce soit de l'architecture classique ou de l'architecture d'information. On a toujours la notion de savoir ce qu'on va fournir à un utilisateur donné dans un contexte précis. Et là, l'image que je vous ai présentée, c'est une tour d'appartement à la Grande Motte, dans le sud de la France, qu'on peut voir de plein de manières différentes, selon qui on est. On peut la voir comme une super innovation parce qu'on permet de démocratiser les vacances juste au bord de la mer, dans des architectures complètement folles qui sont hyper accessibles. On peut la voir aussi comme une destruction d'un paysage naturel de Camargue qui d'un coup va devenir hyper urbanisé avec des golfs, des appartements partout, du béton, etc. On peut le voir comme des avancées sociales. Donc finalement, c'est vraiment cette question de replacer l'utilisateur au centre de tout ça et de savoir, selon le projet qu'on va construire, quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre. On peut passer à la suite. La deuxième illustration que je vous présente, c'est le studio Horta. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un studio artistique qui est toujours en activité, qui questionne la notion de l'architecture et notamment de l'architecture éphémère, de l'architecture mobile, de l'architecture qui va se plier, qui va se déplier, qui va se transporter. Et je dis qu'on n'est plus dans le paradigme de la pérennité. On l'a été pendant longtemps dans l'architecture classique, on l'a été aussi dans l'architecture d'information, dans le web, dans les interfaces. On peut regarder notamment le nombre d'années qu'a duré Windows 95, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on était dans cette pérennité-là. Aujourd'hui, on ne l'est plus, et on est plus dans quelque chose qui va évoluer en permanence, qui va se travailler d'itération en itération. On va encore une fois essayer de replacer l'utilisateur au centre de notre dispositif, et on va se dire, j'ai fait une version, est-ce qu'elle est définitive, et comment est-ce que je peux la faire évoluer? Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de plus en plus dans les business models qui sont mis en place par les différents
grands groupes qui peuvent nous fournir des logiciels. Deux exemples assez impactants que je pense que vous connaissez. Le premier, c'est Adobe, qui est passé d'un dispositif où j'achète un logiciel, où j'achète une suite avec une licence qui m'est propre et je la garde autant de temps que je veux, à un système qui est mes logiciels sont stockés sur le cloud et j'ai une licence mensuelle qui fait que tant que je paye, j'ai accès. Mais le jour où je ne paye plus, j'ai plus accès, donc finalement j'ai plus de propriété, j'ai une location. Et le deuxième exemple assez frappant dans nos métiers de l'interaction, c'est Spotify. Spotify ou d'autres, qui va vous permettre de louer un accès illimité à de la musique de manière mensuelle. Mais la musique ne vous appartient pas, vous achetez pas un CD. Le jour où vous arrêtez de payer, vous n'avez plus de musique. Donc on n'est plus dans quelque chose de pérenne, on n'est plus dans la propriété. C'est vrai, c'est de plus en plus vrai, je pense, dans cette diffusion de services interactifs. Et on est de plus en plus dans quelque chose de... un monde sous licence, en fait, de ces services interactifs. On peut passer à la suite. Ça c'est un magnifique immeuble, alors je suis pas architecte mais grosso modo fin des années 60, début des années 70 on va dire, à peu près. L'idée c'est de se dire que quand on voit ça, moi j'y vois une architecture de l'information hyper classique qu'on aurait pu faire il y a 10 ans, en se disant le web c'est... je fais un site web, on m'a dit qu'il fallait 7 entrées de niveau 1, pas plus des stands de 3 niveaux, donc des niveaux 2, des niveaux 3, mais finalement je vais avoir un accès principal qui va être mon menu, alors horizontal ou vertical selon les obédiences de chacun, et après se dire que donc ça pourrait être mon ascenseur ou ma cage d'escalier, et puis après autour de ça je vais naviguer de niveau en niveau, j'ai des appartements et finalement j'ai quelque chose de bien carré qui est robuste, qui correspond selon moi plus du tout à la manière de construire les architectures d'information et l'interaction au sens large aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Bertrand en a parlé tout à l'heure, l'avènement de tout ce qui est interface mobile, donc disons interface déconnecté de l'interface principale, tout ce qui est objet connecté aussi, qui font qu'on va être dans des moments où on va utiliser tout ou partie d'un service complet, et on ne peut plus aujourd'hui penser nos architectures comme des architectures d'antan, je parle d'architecture de l'information encore une fois, qui sont de se dire que tout est hyper organisé. Aujourd'hui on est sur des choses qui sont beaucoup plus parcellaires, avec un premier niveau d'information qu'on va sélectionner. Bertrand en parlait tout à l'heure avec la question de se dire comment est-ce qu'on va caser quelque part tout ce que le client va nous proposer et qu'on ne saura pas où mettre. Finalement c'est un peu ça aussi, de se dire d'avoir des architectures à 2 niveaux, à 2 vitesses, avec des informations principales, des systèmes d'accès un peu plus poussés. On parle de web sémantique, on parle de moteurs de recherche hyper performants. Donc là on n'est plus du tout sur des architectures classiques. Tout ça c'est vraiment, c'est mes points de vue, que vous partagez peut-être ou pas, mais c'est justement ça qui peut être intéressant, et si vous ne le partagez pas, encore une fois, ça m'intéresse d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, ça c'est... moi quand j'ai fait mes études, c'était pas il y a 20 ans non plus, mais quand j'ai fait mes études, on ne parlait pas d'expérience utilisateur. C'était un terme qui n'était pas encore arrivé. Donc j'ai commencé à travailler la notion d'expérience utilisateur quand je travaillais déjà. Et au début, l'expérience utilisateur, donc avant que ce soit quelque chose avec lequel on travaille vraiment, pour moi c'était ça. C'était l'expérience dans le sens roller coaster, quoi. C'était l'expérience mémorable, le truc qui va rester. Et donc, en fait, on se rend compte, une fois qu'on analyse un peu les choses et puis une fois qu'on essaie de qualifier ce que va être une expérience utilisateur, et encore une fois, il y a cette notion d'utilisateur qui est très importante, et de contexte, on se rend compte que l'expérience utilisateur, il faut... Le mot qui finalement est un peu émergé autour de tout ça pour qualifier l'expérience utilisateur, c'est la notion de satisfaisant. Ça veut dire que l'expérience utilisateur, elle doit être satisfaisante dans un contexte donné, pour un public donné, pour un utilisateur donné. Ça veut dire que pour... je sais pas moi, si je vais concevoir un logiciel de gestion par exemple pour un comptable, je vais avoir cette notion d'utilisateur qui va être forte, mais qui va être complètement différente que si je fais une application mobile hyper éphémère pour une marque de vêtements par exemple. La notion d'expérience, je vais pas poser mes critères au même endroit, mais dans tous les cas on va parler d'expérience utilisateur.
simplement en essayant de raccrocher sur des projets un peu actuels. Alors là, il faut que je reprenne mes notes, histoire de ne pas vous raconter trop de bêtises. Et ça va faire le point avec la slide d'après. Je ne sais pas si vous avez entendu, voilà, c'est parfait. Donc expérience utilisateur, et puis... alors... on peut y voir plein de choses dans cette slide-là. On peut notamment y voir, les leçons d'accessibilité qui sont vraiment au centre de nos métiers aussi. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est cette idée que, et ça va avec cette notion d'expérience utilisateur qu'on peut voir comme un fil qu'on va tendre d'un point A à un point B, qui va suivre l'utilisateur sur tout un parcours. On peut plus concevoir une expérience, on peut plus concevoir un système interactif sans parler de mobile. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a des chiffres qui ont été sortis. L'agence Bakelite en janvier qui a sorti des études qui disaient que je crois que c'est 60 sur l'année qui est passée, le pourcentage on a utilisé 64% de plus que l'année dernière les terminaux mobiles pour consulter le web. Et à l'inverse, les ordinateurs classiques, c'est moins 9%, je crois. Donc on est vraiment sur une évolution. Enfin, on est clairement pas encore à l'équilibre, et on utilise encore clairement plus les ordinateurs, mais en tout cas les terminaux mobiles ont pris une place énorme, et on ne peut plus aujourd'hui concevoir un service numérique sans penser au mobile. Et si je vous montre ça, c'est parce que en janvier, il y a donc c'était le site, ouais, c'est Tripéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette news-là. Donc en fait, le site Tripéo a reçu un award en janvier pour ce travail assez impressionnant qu'ils ont fait. Donc c'est des Français qui ont fait la mise à jour de ce site-là. C'est Benjamin Gage et Jean-Christophe Suzanne. Donc Jean-Christophe Suzanne, c'est un développeur. Et Benjamin Gage, c'est un visual designer, on va dire. Donc designer d'interaction, mais avec une vraie dimension direction artistique. C'est cette collaboration-là qui a fait ce nouveau site. Et en fait, quand ce site-là est sorti, ils ont reçu l'award. Donc ça a tweeté dans tous les sens, retweeté sur le fait que ce projet-là avait reçu un award. Et quand le site est sorti, il n'y avait pas de version mobile. Je crois que c'est 70% des consultations de tweets sont faites sur des terminaux mobiles. Donc ça a fait le buzz, ça en a parlé dans tous les sens sur Internet. Et au final, l'expérience utilisateur a été complètement dégradée, puisque je suis sur Twitter, je vois la news, je clique, je n'ai pas de version mobile derrière. Donc je ne vais pas voir le site. Donc un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein des exemples de marques qui font des gros lancements sur Twitter ou d'autres plateformes et puis qui finalement n'ont pas encore mis en place les versions mobiles ou n'ont pas prévu même parfois de faire les versions mobiles. Donc ça c'est une vraie problématique qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faudra de toute façon pas oublier parce que c'est vrai aujourd'hui, ça le restera, ça c'est absolument vrai aujourd'hui. On peut passer à la suite. Voilà. Donc ça, c'était première partie sur quelques visions assez personnelles qu'on pourra partager ensemble. Je ne pense pas avoir raconté non plus trop d'inepties là-dedans. Deuxième partie, je vais vous présenter quelques projets qui, selon moi, sont intéressants parce qu'ils sont vraiment à la frontière entre ces deux univers de l'interaction, l'architecture classique, l'architecture de contenu. Donc on peut avancer. Le premier, on va être un peu chauvin, donc c'est un projet lyonnais. Que vous connaissez peut-être, c'est le projet iGirouette, qui a été lancé par l'agence BIN et notamment Vincent Autin, qui fait partie de l'association LXDA Lyon. C'est un projet qui va spatialiser des informations qu'on va trouver sur des réseaux sociaux via des girouettes urbaines. C'est pas un projet prospectif, hein, c'est un projet qui est vraiment en train d'être mis sur le marché. Ils ont des problèmes d'industrialisation parce que c'est pas évident de construire du mobilier interactif urbain qui va se retrouver en pleine ville, sur lequel on va pouvoir s'accrocher, etc. Donc ils ont des vrais problèmes techniques qu'il faut passer, mais c'est un projet qui est vraiment en phase de voir le jour. Il y a déjà des prototypes qui ont été faits, et en fait l'idée c'est de se dire que si je tweete une information qui est géolocalisable dans une ville, ma iGirouette va récupérer cette information et va me donner la direction. Donc là on est à la frontière entre de l'urbanisme, de l'architecture, de l'interaction, et c'est un projet qui est vraiment, selon moi, qui est vraiment intéressant. On peut passer à la suite.
Ça, c'est une petite parenthèse parce que je ne suis pas très spécialisé dans le domaine pour vous en parler, mais c'est le BIM. Alors le BIM, je pense que Tristan connaît, c'est le nouvel avènement des logiciels pour les architectes. C'est pas que des logiciels, c'est aussi toute une suite c'est toute une méthode en fait et bien plus qui consiste en fait à dire que donc c'est Building Information Modeling. En fait, ça consiste à dire que aujourd'hui les architectes ils conçoivent quelque chose. Après, il y a les bureaux d'études derrière qui vont travailler. Il y a plein de corps de métier qui vont travailler. Et en fait, les informations, ils ont beaucoup de mal à centraliser toutes les informations, à faire en sorte que, par exemple, un électricien puisse facilement retrouver tous les schémas techniques qui ont été conçus sur un bâtiment. Et on estime, de ce que j'ai lu, parce que j'ai fait le travail inverse, je me suis renseigné sur le monde de l'architecture, on estime que des informations techniques sur un bâtiment sont dupliquées 7 fois, sont retranscrites, réécrites, repensées, recalculées 7 fois sur la vie d'un projet. Donc ce qui a des coûts in fine énormes. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on va concevoir des logiciels qui vont permettre à la fois en amont pour les architectes de travailler de manière collaborative, itérative avec leurs clients pour arriver à faire en sorte que les clients soient plus intégrés que ce que c'est maintenant dans les processus de conception, parce que l'architecture, c'est quand même un métier qui est difficile à appréhender pour des gens qui sont non initiés, et que ce logiciel va pouvoir suivre la durée de vie du projet jusqu'à la construction, la mise en œuvre, et même après, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que ce sujet-là puisse être suivi jusqu'à la démolition probable du bâtiment in fine, en se disant comment est-ce que par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a été référencé dans le bâtiment, on va pouvoir recycler les différents matériaux, quelle méthodologie de construction et de destruction on va mettre en place. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être possible sans le métier de l'interaction au sens large. Donc c'est vraiment une nouvelle frontière entre ces deux univers. On peut passer à la suite. Ça, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Pauline Delwall qui a fait ce projet. Donc c'est une artiste qui travaille sur le territoire, on va dire au sens large, pas forcément que de manière numérique. C'était exposé à la galerie Vernet-Caron, qui est une galerie qui est à Confluence, qui présente beaucoup d'artistes qui sont justement sur ces notions de territoire. Et en fait, elle a fait une carte, c'est une carte du monde sur laquelle on n'a trouvé que les frontières des océans et des lacs. Et les seuls lieux qui vont être représentés par leur toponyme. Et les toponymes sont des toponymes imagés. C'est des toponymes qui vont nous donner une idée du lieu, alors qui peut être vrai ou faussé. Par exemple, on va avoir la forêt noire, on va avoir le lac bleu, on va avoir la montagne pointue, on va avoir que des choses comme ça. Donc on n'est plus du tout dans une représentation réelle de l'environnement, on n'est plus du tout dans un monde photographique, on est vraiment dans un monde métaphorique, parce que parfois les toponymes représentent réellement ce que le lieu est, et parfois pas du tout. Et après, on va naviguer dans cet environnement en cliquant sur des lieux qui vont, par rapport à la base de données des différents lieux, nous faire remonter des lieux qui sont en commun avec le lieu qu'on aura choisi. Et on va faire une promenade complètement poétique et complètement décontextualisée du monde réel à travers cette carte interactive. Je crois que le projet n'est plus à la galerie. Par contre, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a différentes vidéos. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui ouvre un peu l'esprit sur d'autres pratiques et c'est intéressant. On peut passer à la suite. Alors ça, c'est un projet qui m'a beaucoup plu. C'est Kamermaker, c'est un projet hollandais. Donc Kamermaker, c'est constructeur de maisons. En fait, ils se sont dit, bah voilà, on a des imprimantes 3D qui font des petits objets. Nous, on va contacter, c'est une agence d'architectes qui a fait ça. On va contacter un constructeur d'imprimantes 3D. On va acheter un container sur Internet. On va leur demander d'installer une méga imprimante 3D dans notre container qu'on va poser devant notre agence. Et puis, on va construire des bouts de maison avec. Et donc en fait le projet a démarré comme ça. Donc ils construisent du mobilier, ils construisent des bouts de maison, des cloisons, des bouts des angles de pièces, etc. Et en fait le projet est collaboratif, ça veut dire que tout le monde est invité à venir voir ce qui se passe, à venir donner son idée, à venir dessiner des plans avec eux pour partager l'expérience. Et ce projet m'intéressait d'autant plus qu'en fait, donc, concrètement, il aurait pu exister sans Internet, il aurait pu exister sans l'interaction, mais l'interaction, elle est physique.
Et quand on parle, moi je me suis présenté comme étant designer d'interaction. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est pas que l'interaction numérique. Je vous ai pas dit je suis designer d'interactivité. Je vous ai pas dit je suis. Quand j'ai fait mes études, mon diplôme ça s'appelait hypermédia. C'est design hypermédia. Hypermédia, c'est issu des années 90. C'était j'ai des liens, je clique, comment est-ce que je fais pour naviguer, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces dimensions-là. Et c'est ce qui est intéressant par rapport à l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, comme le design d'interaction, à aucun moment je vous ai donné des termes qui sont informatiques. On est dans quelque chose qui peut aller au-delà de l'informatique. Alors oui, il y a les outils informatiques, on est dans des paradigmes informatiques, mine de rien. Mais quand on parle d'expérience utilisateur, aujourd'hui, quand vous regardez le champ d'ouverture des postes pour les gens qui sont, qu'on appelle vraiment designers d'expérience utilisateur dans les agences de com notamment, parce que c'est eux qui ont le plus de levier pour faire ce genre de choses, c'est des gens qui travaillent très peu sur l'informatique en fait. C'est des gens qui sont sur des notions beaucoup plus larges de leur métier, des écosystèmes, des populations, etc. Et donc tout ça pour dire que ce projet-là, il est intéressant parce que c'est vraiment un projet interactif. On n'est pas du tout sur l'interaction. On interagit avec la machine pour que la machine elle nous fasse la pièce, mais sinon on est sur l'interaction publique, on est sur l'interaction ouverte à tous, et on fait de l'architecture participative. Projet suivant. Dans le même domaine, alors je pense qu'il parle plutôt bien de lui-même, parce que lui pour le coup il est vraiment à la frontière entre l'interaction et le monde de l'architecture. C'est WikiHouse, c'est un projet anglais, en fait c'est une agence d'architecture qui s'est dit et qu'est-ce qui se passait si on mettait des maisons en Creative Commons. Donc en fait ils ont fabriqué des plans qui sont plutôt faciles à mettre en œuvre parce que c'est des maisons qui sont construites en bois, donc avec des assemblages, il y a des choses à visser, mais il y a beaucoup de choses à emboîter, etc. Et en fait, on peut faire deux choses. On peut soit acheter la maison en kit, donc par contre, il ne livre qu'en Angleterre, acheter la maison en kit pour la construire soi-même, soit se dire je récupère le plan qui est gratuit et je vais construire ma maison. Mais ça va au-delà de ça, c'est que derrière, on a parlé de wiki, ça veut dire qu'il y a une communauté derrière, ça veut dire que moi je récupère le plan, je veux construire ma maison, si j'améliore le plan, parce que je trouve que là, ce serait mieux de faire comme ça, etc., je peux remettre le plan en ligne pour la communauté, on est vraiment sur une logique d'open source, pour que derrière, d'autres personnes puissent profiter de mes évolutions. Et donc, il y a vraiment cet échange au sein d'une vraie communauté. Alors, ils ont démarré... les informations que j'ai, elles datent de décembre. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont monté des espèces d'associations qui participent à ce projet-là. Il y en a en France, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Nouvelle-Zélande. Et en fait, chacun construit ses maisons, fait ses plans, les met à disposition pour la communauté. Et on est vraiment sur une notion de partage, d'interaction que le web a permis. En fait, c'est le web qui a initié. Si vous allez voir leur site, il y a le fondateur avait participé à TED et il disait nous, ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on savait le faire déjà, construire des maisons en bois par assemblage. Aux États-Unis, on a construit des maisons comme ça pendant des années. Par contre, c'est Internet, c'est les outils numériques, c'est les outils de partage qui ont permis de monter ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment être dans une notion de co-construction de ces différents espaces. Donc je vous invite à aller voir ce projet-là vivement. Et enfin, je crois que c'est la fin. On retourne sur un projet lyonnais. Je ne sais pas si vous connaissez l'association ADN, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. C'est une association qui intervient sur les métiers, enfin c'est une association artistique qui crée quelques événements musicaux, mais qui crée beaucoup d'événements et de projets autour de l'interaction. Et ce projet-là, donc, il s'appelle Les Hommes Debout. Il est intéressant parce qu'il avait été créé, c'était en 2011 je crois, à l'époque où la police avait évacué la place de la Guillotière de tous ces papis arabes qui étaient là et qui passaient leur journée, parce que derrière malheureusement il y avait les jeunes qui vendaient du shit, mais c'était la place du Pont à la Guillotière exactement. Et en fait, donc l'association ADN s'est emparée de cet événement culturel local, de quartier, et s'est dit, c'est dommage parce que ces hommes-là, qui étaient là et qui ont toujours été là, ils ont un rôle de passeur social, ils ont un rôle de transmission de connaissances fort, peut-être de moins en moins, mais en tout cas qui a été très fort. Et ils se sont dit, on va construire des hommes
qu'on va mettre debout, parce que ces hommes-là, on les appelait les hommes debout. Et on va aller voir les vrais hommes debout, on va les faire enregistrer leur histoire par rapport à leur vie en France, par rapport à leur vie dans le Maghreb, etc. Et on va leur demander d'enregistrer ça, et on va faire en sorte que ces personnages-là soient interactifs. On va les replacer sur la place. Et les gens, le public, n'importe qui, ça avait été monté la première fois pendant les Fêtes de la Lumière en 2011, vont pouvoir venir, s'approcher. Avec des capteurs, en fait, les personnes vont commencer à parler. Et il va se créer une vraie interaction entre ces personnes-là. Le projet a été repris après dans plusieurs villes de France, même principe, mais avec d'autres contenus. Et ce projet, il questionne en fait la question de l'interaction avec les gens et avec le lieu. Parce que les sujets qui sont racontés par ces hommes debout, ils sont à la fois historiques, ils sont à la fois géographiques, c'est à la fois des anecdotes de vie sociale, et donc on est vraiment à la frontière entre tous ces univers. Voilà, je crois que c'est la fin. C'est la fin. Donc je vous remercie pour votre attention. Voilà. On va quand même prendre le temps d'une discussion parce que ça vaut vraiment le coup, je pense. Donc voilà, c'est ouvert. Qui pose la première question? Voilà, Jean-Philippe. Merci. Donc c'est une question plutôt pour Tristan Guilloux. Enfin, c'est une question en fait que j'adresse même plutôt à l'architecture en général. C'était super intéressant en fait de voir comment des architectes réfléchissent à la manière dont la structuration de l'espace va modifier les déplacements, à la manière dont ça va modifier les interactions, à la manière dont on peut construire des affordances. Je trouve que ça résonne vraiment beaucoup avec des questions d'architecture de l'information. Enfin, on l'a tous vécu, il y a des bâtiments dans lesquels on sait, dès qu'on rentre, on sait où on est, on sait où on peut aller, on sait comment on va y aller. Il y a des bâtiments dans lesquels, à peine rentré, on est déjà perdu. Et le parallèle est vraiment très simple à faire avec des sites web ou plus généralement n'importe quel système informationnel. Donc ma question, c'est que dans le monde de l'architecture de l'information, il y a un discours avec un dialogue avec l'utilisateur, il y a toute des tests utilisateurs, il y a tout un cycle comme ça. Ce que vous nous avez présenté, c'était des réflexions d'architectes qui essayaient de voir comment leurs propositions pouvaient avoir des conséquences sur la manière d'utiliser les bâtiments. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on retrouve des notions de test utilisateur? Est-ce que les différentes propositions architecturales sont testées? Est-ce qu'on essaye de prendre en compte les contraintes cognitives des gens pour penser l'architecture? Et est-ce qu'on met ça à l'épreuve? Est-ce qu'on évalue la pertinence des propositions a posteriori? C'est vraiment une très bonne question et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu en parler. En fait, ces architectes-là s'inspirent de psychosociologues qui travaillent sur la représentation que l'on a de l'espace. Et donc, à la même époque, il y a un bouquin qui sort par un psychosociologue de l'espace qui s'appelle Kevin Lynch, qui écrit un livre qui s'appelle L'image de la cité, où il va en fait vers des habitants et il va leur demander de dessiner la ville qu'ils pratiquent. Et il va mettre en relation ces cartes mentales avec les cartes physiques de la ville et de voir effectivement là où il y a des rapprochements et là où il y a des choses qui ne vont pas ensemble, des mismatchs, et comment en fait les tensions ou les difficultés qu'on peut avoir dans la ville vont se répercuter sur la manière de s'orienter. Donc ça, c'est plutôt des gens qui travaillent sur l'existant. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin des années 60, il y a toute une partie des architectes qui arrêtent de faire de l'architecture, qui arrêtent de dessiner. C'est un peu aussi dans le mouvement de 68. Il y en a une partie qui vont aller vers les utopies, qui vont dessiner des architectures irréelles. Parmi ceux-là, il y a par exemple des petits jeunes qui s'appellent Coop Himmelblau, qui sont des petits jeunes qui vont devenir un peu plus vieux et qui vont construire Confluence 20 ou 30 ans plus tard. Et puis il y a toute une autre partie de gens qui vont s'intéresser plutôt à dessiner l'architecture avec les habitants et travailler plutôt sur des approches communautaires qui vont essayer de se dire comment on peut créer les conditions
pour pouvoir ensemble construire de l'architecture et retrouver en fait des logiques issues du monde vernaculaire, c'est-à-dire du monde de ce moment-là où on construisait des architectures sans architecte. Ce qui est assez intéressant, c'est par exemple, vous avez mis en évidence WikiHouse. WikiHouse, ça existait déjà. Ça s'appelait les castors. Alors c'était des gens qui, alors j'aurais pu aussi en parler, dans les années 50-60, ces années-là sont très très riches en fait, hein, dans l'histoire de l'architecture. Ce sont des gens qui se disent, nous on va pas prendre d'architectes, nous on va essayer de se construire ces architectures et on va se mettre en réseau, de ville en ville, de quartier en quartier, pour dessiner des plans de maison, pour s'entraider pour construire. Et petit à petit, ils vont aussi faire du Creative Commons, comme vous dites, sur l'architecture. Et évidemment, ces réseaux se sont un peu épuisés parce qu'aujourd'hui, parce qu'après, ils ont été pris par l'industrialisation du bâtiment. Mais peut-être que ce que vous nous montrez là avec la WikiHouse, c'est une manière de réintroduire le communautaire dans la manière de construire la maison, de réintroduire en fait l'importance de construire ensemble, de remettre en fait en perspective ce que disait Aldo van Eyck, c'est-à-dire de se dire si on ne fait pas une communauté, comment on peut construire une architecture ensemble. Et je pense que ces expériences d'utilisateurs dont vous parlez là, elles existent de plus en plus et même dans les programmes complexes aujourd'hui, on a de plus en plus lorsqu'on a des programmes très complexes, on a de plus en plus de bureaux d'études qui s'accompagnent de dimensions psychosociologiques pour essayer de voir comment on peut aider à tester des dispositifs architecturaux, des assemblages, des organisations spatiales qui puissent effectivement être lisibles et je veux dire mémorables, on va dire, pour reprendre vos mots, pour leurs futurs utilisateurs. Voilà. Mais ça reste encore quand même relativement peu développé par rapport à l'ensemble de la production architecturale, qu'il faut bien le dire, et de ce point de vue banalisé. Benjamin. Oui, en fait, c'est pour l'enregistrement. Benjamin Servet, donc je suis cofondateur je vais intervenir tout à l'heure, je me présenterai tout à l'heure, mais en fait c'est pour compléter à votre question. Moi je viens au début du digital et je vais de plus en plus, ce qui est vrai, le hors digital et de cette expérience utilisateur. Et pour être dans la continuité de ce que vous disiez, en fait aujourd'hui moi je suis sollicité par des urbanistes ou des architectes de comment travailler avec les usagers à la conception. Et on n'est plus dans la concertation classique qu'on a toujours eu, on va faire une présentation des projets dans l'urbanisme, enfin dans la ville pour montrer ce qu'on va construire, mais on essaye de travailler avec effectivement les individus. Alors ça se fait énormément dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça se fait soit avec un degré d'ouverture toléré et accepté par une municipalité, mais la réalité en tout cas du monde de ce qui se fait, c'est que 50% de l'extension des villes aujourd'hui se fait à travers le bidonville. Donc en tout cas, c'est les usagers qui construisent leur maison. Et ils construisent leur maison, on peut le voir de manière très très riche. Et il y a des villes qui vont l'accepter. Donc les villes qui vont l'accepter vont permettre et leur donner à un moment donné les dispositifs d'accéder à du sanitaire ou autre. Mais on rejoint la maison Wiki, mais elle est faite de force. C'est une réappropriation. Et donc il y a eu à Bombay certaines villes où ils ont accepté en fait ces bidonvilles et en tant que telles. Et ils ont accepté cette construction collaborative et ils la mettent en valeur. Donc à un moment donné, et on va le retrouver certainement ces problématiques avec la data et avec les informations, quel degré d'ouverture, de réappropriation on va vouloir laisser à un public ou pas, comme celui du territoire ou de l'urbanisme ou de cette participation. On le voit dans le projet où vous montrez où il y a un tweet qui peut être pris et une information donnée. Donc c'est un degré d'ouverture ou d'information dans l'architecture avec le digital. Et un digital qui fait maintenant partie prenante, non plus d'un produit ou d'un écran, mais d'un écosystème. Je dérive un peu pour compléter, mais en tout cas c'est une vision et ce lien, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, de nous ramener quand même à des fondamentaux et des pensées qui sont celles de Guy Debord ou autres, qui sont des problématiques ouvertes aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit?
Une dernière question avant de faire enfin une pause. Bonjour, Éric Lacombe. J'ai une question qui est plutôt pour Tristan, mais ça concerne aussi les deux. Je suis assez surpris, mais peut-être y a-t-il une très bonne raison. On entend rarement parler de Christopher Alexander en architecture, alors qu'il est à l'origine quand même de concepts assez intéressants, qui ont été d'ailleurs repris en informatique sur les design patterns et tout ça. Et à ma modeste échelle, pour avoir testé ça, ces design patterns en vrai, ça donne des résultats incroyables. Alors je ne sais pas, ces livres ne sont pas traduits en français non plus, pourtant ils ont... Vous parlez de celui qui a travaillé sur les réseaux de villes, qui a travaillé sur ces ouvrages, il y a le plus connu, c'était A Pattern Language. A Pattern Language. Voilà, c'est ça. Ça sera. Moi, je ne le connais pas bien. Moi, j'ai connu des choses qui ont été faites, je ne sais pas si c'est le même Alexander, mais sur les questions de réseau de ville qui mettaient en évidence la structuration du territoire par un pattern. Parce que, alors, c'est peut-être lui, oui. Effectivement, il montrait comment, notamment en Allemagne, on retrouvait en fait une forme territoriale où tous les 2-3 km, on avait un village de base et qui était enserré en fait dans tous les 10 km dans un village un peu plus grand, etc., avec une organisation. Mais je ne sais pas du tout si c'est la même personne. Mais je ne connaissais pas effectivement cet architecte qui est visiblement architecte et anthropologue. Mais je vais aller voir, moi. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, moi j'ai vraiment été, enfin je donne mon expérience de l'architecture d'information. Nous autres Français, on est quand même très, alors est-ce que c'est la barrière de la langue, mais nous sommes très coupés de ce monde anglo-saxon en fait, effectivement, où il faut aller chercher de l'information souvent en anglais parce qu'elle existe peu en français, et que c'est vrai en architecture. Alors vous voyez, peut-être que ça aussi, Christopher Alexander, c'est peut-être le cas. Il faudrait voir si ça a été traduit. Ou Woods, alors fort heureusement, comme il travaillait avec des francophones, il y a des choses qui ont été traduites, mais beaucoup de choses qui sont écrites sur ces années-là sont en anglais et sont très très peu en français. C'est peut-être aussi un intérêt, de moindre intérêt sur les questions d'expérience utilisateur. Monsieur parlait des bidonvilles. J'étais au Cap, en fait, à Johannesburg plutôt, à l'été dernier. J'ai assisté à un exposé d'un architecte, d'un chercheur architecte portugais qui avait travaillé sur le Mozambique et qui mettait en relation justement l'art de construire, cet art de construire très intelligent et très fin par les utilisateurs et les castors. Il disait, tiens, il y a quelque chose à remontrer. Il n'y a pas le nord et le sud quelque part. Il y a des expériences qui, dans le nord et dans le sud, se passent et qui mériteraient d'être mises en relation. Et je pense que l'une des difficultés qu'on peut avoir, nous en tout cas dans ce domaine-là de l'architecture aujourd'hui, c'est le décloisonnement des savoirs, d'aller voir ce qui se passe dans le sud, de comprendre en quoi ça peut nous intéresser dans le nord, de comprendre aussi ce que nous, on peut apporter avec nos expériences de complexes et de programmes compliqués et mis en relation dans le sud, non pas dans une logique d'imposer des modèles, mais d'échanger sur ces modèles et de voir un peu comment cette fertilisation croisée est intéressante. Mais je parle beaucoup. Pas de problème. Écoutez, je vais vous proposer d'arrêter là, parce que de toute façon, la discussion va continuer. Alors moi, j'ai apporté les ouvrages, je vous invite à les consulter, parce que ça complète un peu ce qui a été dit. Alors, Knox, là, c'est une agence qui s'appelle comme ça, et l'introduction à cet ouvrage, c'est une agence d'architectes. Hein. Ça commence par The Computer, et ça continue, et qui propose d'utiliser l'ordinateur pour pouvoir concevoir des architectures bio-inspirées. Donc c'est Maturana, Varela qui sont cités, et c'est quelque chose totalement lié donc à tout ce qui est constructivisme et au fait que les choses se construisent avec un système et la somme des relations de ces parties, beaucoup plus que la somme de ces parties. C'est très intéressant, moi j'ai trouvé. Et puis ça, c'est une exposition qui s'est passée à Pompidou il n'y a pas très longtemps, et qui est sur la manière de pouvoir décrire
la pensée sur l'architecture et sur le moderne et qui ressemble étonnamment à ce que l'on voit dans l'architecture de l'information. Et vous verrez dedans, il y a des images dans lesquelles on voit du storytelling, on voit des schémas, des plans qui se superposent, du zoning, de tout ce que vous voudrez. Et ceci est cité aussi autour des circulations, beaucoup plus que sur la structure statique, quoi. C'est la circulation qui est pensée avant. Puis là, c'est plutôt pour le fun. C'est un petit ouvrage complètement iconique. C'est du texte iconique, une histoire complète, hein, qui est d'une trace d'interaction. Et voilà, vous verrez qu'on peut raconter des histoires juste avec des icônes. Et c'est assez amusant. Bon voilà. Alors c'est normalement, si le café était livré, quelqu'un le sait, parce que j'ai même pas fait attention à ça. Waouh. Donc non. Alors on peut passer au café, parce que. Bon, ben, je sais pas, on va découvrir si le café était bien installé parce que j'ai plus du tout pensé à ça. Mais il y a une petite pause maintenant, avant la deuxième partie de la matinée.